Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo état des lieux du jeu. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'état des lieux du contenu du jeu sous différentes formes. On parlera un petit peu également de l'interface, donc de tout ce qui est quality of life, de tout ce qui est évidemment confort de l'utilisateur, et on parlera également de concurrence dans cette fin de vidéo, parce que c'est un sujet qui est assez peu abordé avec Genshin Impact, mais à mon avis, qui lui fait défaut, et j'expliquerai pourquoi dans cette petite partie concurrence en fin de vidéo. Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez passer d'une étape à une autre beaucoup plus rapidement. Et sur ce, on va simplement commencer la vidéo avec mon profil de joueur. Parce que oui, je vais vous parler un petit peu de l'état du jeu actuel, mais de la vue de mon profil de joueur. C'est-à-dire que les joueurs qui ont commencé le jeu il n'y a pas très longtemps ou qui ont commencé le jeu bien après moi n'auront peut-être pas la même vision du jeu que moi. Donc, faut bien prendre en compte que dans cette vidéo, ça sera surtout de mon point de vue. Donc, il y a pas mal de choses qui seront quand même assez subjectives, parce que comme je dis dans ma dernière vidéo, nous n'avons pas la même façon de consommer les jeux vidéo, nous n'attendons pas la même chose des jeux vidéo, et nous ne sommes pas clients de la même chose dans les jeux vidéo. Donc, ça peut diverger d'une personne à une autre. Donc, il y a certaines choses au niveau de cette vidéo qui seront assez subjectives, même si d'autres seront plutôt objectives selon mon point de vue, et j'essaierai de vous dire un petit peu quand je trouve ça plutôt objectif, sans évidemment prétention de ma part, j'ai pas la science infuse, hein, donc voilà. Sur ce, on est parti. Donc mon profil de joueur, c'est quoi? Je suis un joueur qui joue depuis le début du jeu, donc ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur Genshin Impact. Je suis niveau AR 59, donc j'ai pas mal de bouteilles au niveau du jeu. J'ai traversé toutes les mises à jour, j'ai fait tous les events et la quasi-totalité du contenu que MiHoYo nous propose actuellement sur le jeu. Il me reste des quêtes, quelques petites quêtes à faire et notamment des escapades à faire, mais rien de bien méchant. Mais globalement, le contenu du jeu, je l'ai plié. Donc, je vais évidemment vous faire cette vidéo par rapport à ce profil-là de joueur, donc qui est de joueur haut niveau, qui a plié la quasi-totalité du contenu du jeu actuellement. Et bien sur ce, on est parti. On va commencer par le contenu du jeu, qui est un petit peu le gros morceau de Genshin Impact. Donc on rappelle que Genshin Impact est un RPG possédant une composante gacha game pour invoquer des personnages et des armes, et c'est classiquement un RPG solo. Il y a un petit peu de coopération, mais il n'y a rien qui vous pousse à jouer en coop. Vous pouvez faire l'intégralité du contenu du jeu, y compris le farm de vos personnages, en mode solo. Voilà, donc on va catégoriser ça de RPG solo, plus que MMORPG ou RPG multijoueur. Genshin Impact est un RPG solo. Du coup, niveau contenu, je vais diviser ça en 3 parties. On va parler d'abord du contenu que je qualifierais de one-shot, qui est le contenu, évidemment, qui est les quêtes et qui est l'exploration. Ce sont des choses que vous allez faire qu'une seule fois dans le jeu sur votre compte, que vous n'allez pas pouvoir refaire une fois que vous l'avez fait. Ensuite, on parlera du contenu permanent répétable et on parlera du contenu temporaire événementiel. Attaquons le contenu one-shot. Où on en est dans le contenu global one-shot de Genshin Impact, donc à savoir l'exploration des différentes zones, l'avancement dans la quête et l'avancement dans la quête principale. Lors de la sortie du jeu, nous avions que 2 régions. Nous avions Mondstadt et nous avions Liyue. La zone de Doddragon n'était pas là au début du jeu, elle est sortie lors de la 2e mise à jour majeure du jeu, c'est-à-dire la 1.2. Le gouffre n'était pas présent également, il est sorti dans cette mise à jour-ci, la 2.6, et toute la zone d'Inazuma n'existait pas non plus au début du jeu. Ça a été un petit peu lent au début du jeu à se mettre en place, même si on a eu le mont Doddragon assez rapidement, on a ensuite subi une période de vache maigre, et on a attendu vraiment la 2.0 avant que le contenu en termes d'exploration et en termes d'histoire avance. Alors il y a eu évidemment la 1.6 avec l'archipel de la Pomme Dorée qui était une zone qui était événementielle temporaire, hein, qui ne durait que le temps de la mise à jour 1.6, mais qui a apporté quand même un petit peu d'exploration intéressant. Et vraiment à partir de la 2.0, on a senti que MiHoYo avait trouvé un petit peu son rythme et était capable de nous fournir du contenu exploration et un avancement au niveau des quêtes
un peu plus régulièrement qu'avant, ou du moins qu'au début du jeu. Donc on a commencé avec les 3 premières îles d'Inazuma en 2.0. En 2.1, on a eu les 2 îles ici, Watatsumi et Serai. En 2.2, l'île de Tsurumi. En 2.3, on a eu un petit creux. En 2.4, on a eu Enkanomiya, qui est la région qui est située sous Watatsumi. En 2.5, on a eu une version dark de Enkanomiya, donc à nouveau de l'exploration, mais en réutilisant une zone qu'ils avaient sortie au préalable. Et la 2.6, dans laquelle nous sommes actuellement, le gouffre, qui est quand même une belle zone, qui est plutôt grande, qui possède une zone extérieure et une zone intérieure. Donc c'était plutôt agréable. Une bonne avancée au niveau de la quête principale. On a fini normalement l'arc d'Inazuma et on s'apprête à commencer prochainement l'arc de Sumeru, qui est la quatrième région élémentaire du jeu. Donc globalement, en 1 an et demi, au niveau du contenu one-shot, même si ça a été un petit peu timide au début, on est pas mal. On est pas mal, on sent que MiYoYo ont trouvé un rythme et sont capables de nous fournir plus ou moins régulièrement, à peu près une match sur deux, enfin une match sur deux ou une match sur trois, du contenu d'exploration, de quête, etc. Donc là, ça va, ça s'est quand même pas mal rattrapé depuis le début du jeu. Donc là déjà, avec la carte qu'on a actuellement, il y a quand même plusieurs centaines d'heures de jeu, de quêtes, d'exploration à faire quand vous commencez le jeu. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc au niveau contenu one-shot, le jeu commence à être plutôt bien fourni et c'est pas fini, c'est que le début. Il reste encore énormément de choses à sortir. Donc ça, c'est un point positif au niveau du jeu. Si on prend l'état du jeu à l'heure actuelle, l'avancement, ça commence à être intéressant. Passons maintenant au contenu. Donc au contenu permanent, répétable, c'est-à-dire des modes de jeu annexes, ce qu'on peut faire une fois qu'on a terminé le contenu one-shot. Et c'est là où le jeu a un énorme point noir. C'est qu'il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez fini tout simplement l'exploration, que vous avez fini les quêtes, etc., que vous avez monté vos personnages, parce que je ne compte pas la montée de personnages comme étant du contenu répétable hebdomadaire ou des modes de jeu, parce que c'est quelque chose que vous faites tout au long de votre aventure. Je parle de contenu similaire aux abysses, qui vont se réinitialiser tous les X et qui vont proposer un certain challenge avec quelques petites récompenses à la clé. Et bien, mis à part les abysses, on n'a absolument rien d'autre. Le seul contenu qu'on pourrait qualifier de répétable hebdomadaire qui est sorti, ce sont les primes, qui sont sortis en 1.1, donc dans la première mise à jour majeure du jeu, donc au tout début. Et depuis cette mise à jour-là, on n'a eu aucun ajout de contenu hebdomadaire permanent. Les modes de jeu et tout ça, ils ont plutôt mis ça dans les événements. Et du coup, on se retrouve avec un jeu, si on enlève la partie événementielle, qui est assez vide une fois qu'on a fini la partie one-shot, donc une fois qu'on a fini les quêtes, l'exploration. Le jeu est relativement vide et ne propose pas d'activités qui mettent en scène vos personnages dans différentes situations en dehors des abysses. Et quand on a un profil comme le mien, généralement les abysses, on fait 36 étoiles, ça prend 1 heure toutes les 2 semaines grand max, et c'est franchement pas une difficulté. Voilà. Je parle évidemment pour mon profil de joueur. Donc ça, c'est un point noir. Au niveau du jeu, c'est un gros point noir et j'aimerais bien que MiYoYo mette un peu plus la barre là-dessus. Et j'aimerais bien qu'il nous sorte un nouveau mode de jeu avant la sortie d'une prochaine région. On pourrait penser à pas mal de modes de jeu, notamment un mode survie qui pourrait mettre en avant des personnages qui sont à l'heure actuelle considérés comme trash, qui ne sont pas joués. On va parler des personnages qui soignent et qui ne font que soigner. Donc Barbara, Kiki, Jean, Kokomi. Bon, même si Kokomi, je la place dans les personnages qui font que soigner, mais aujourd'hui elle est quand même jouée dans des teams taser. Donc c'est un mauvais exemple, mais Barbara, Kiki et Jean sont quand même des personnages très peu joués parce qu'ils ne font que soigner et qui sont très peu intéressants au niveau du contenu actuel, qui est les abysses, parce que les abysses c'est du time attack, il faut DPS rapidement et une catégorie de joueurs ne peut pas se permettre d'emmener un personnage qui ne fait pas de dégâts, juste qui est là pour soigner. Donc, c'est des personnages qui sont un petit peu délaissés et qui sont un petit peu oubliés. Donc un mode survie pourrait permettre à ces personnages de peut-être briller à nouveau. Ça pourrait permettre à la C6 de Barbara notamment, qui ressuscite, d'être intéressante.
Et ça pourrait évidemment mettre nos personnages dans des situations qui pourraient être plus intéressantes que les abysses, alors avec une difficulté grandissante au fil des vagues du mode de jeu, et plus on irait loin, plus par exemple on aurait de points, il y aurait peut-être un classement PvE, un petit peu de compétition entre les joueurs, mais sans que ce soit du PvP pur et dur via un mode PvE, c'est ce que certains joueurs attendent également, hein. Donc ça pourrait être intéressant, notamment. C'est qu'une idée, il y a sûrement d'autres idées au niveau de mode de jeu, mais voilà, je pense que Genshin Impact a le potentiel pour sortir des modes de jeu intéressants, en plus du contenu one-shot qui est les quêtes et l'exploration. Donc ça, c'est un gros point noir au niveau de Genshin Impact, si on le compare à d'autres gacha games. Si on le compare à des RPG classiques, évidemment, ce genre de contenu-là n'est pas dans les RPG classiques. Donc, c'est complètement normal qu'on n'en ait pas plus que ça dans Genshin Impact. Et comme il y a une composante gacha, et qui rentre un peu dans les deux catégories, on peut le comparer aussi au jeu gacha. Et dernière chose, le contenu événementiel temporaire. Donc ça, il est quand même plutôt bien fourni. Il y a des événements qui sont assez travaillés. Il y a même des événements qui pourraient devenir des modes de jeu permanents, hein, mais qui sont du coup des événements. Donc on sent que MiHoYo, voilà, se dirige vraiment vers un développement de contenu one-shot, qualitatif, et d'événements plus ou moins qualitatifs, et néglige vraiment ce contenu mode de jeu permanent, répétable, etc. Mais les événements, c'est quand même plutôt intéressant. On a très peu d'événements qui reviennent, qui sont la même chose. Quand un événement revient, généralement, il y a des changements qui ont été faits sur cet événement. On peut par exemple penser au Tower Defense, qui est revu 3 fois sous 3 formes différentes. Donc voilà, donc ça, c'est un très bon point également sur le jeu, c'est qu'il y a des événements assez régulièrement, même si des fois, il y a des événements qui sont très mineurs et qui font que le jeu est hyper vide, mais globalement, ce contenu événementiel temporaire est plutôt de qualité. Donc conclusion au niveau du contenu, eh ben, le contenu one-shot, il est plutôt qualitatif, il commence à être assez intéressant. Le contenu mode de jeu hebdomadaire répétitif, c'est le néant le plus absolu. Et le contenu événementiel, eh ben, ils savent se renouveler et c'est intéressant. Passons maintenant, du coup, à la qualité de vie. Alors, petit aparté au niveau du contenu, je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins objectives là-dedans, notamment au niveau des modes de jeu, qui est un souhait de la communauté d'avoir d'autres modes de jeu. Donc le fait que ce soit un point noir, j'estime que c'est quand même assez objectif au niveau du bilan sur le contenu. Après, le reste, c'est assez subjectif parce que les événements, c'est un petit peu au bon vouloir de l'utilisateur. Et le contenu one-shot, vous jouez à un RPG, si vous n'aimez pas le contenu one-shot, je ne sais pas ce que vous faites sur Genshin Impact, tout simplement. Voilà. Passons maintenant au niveau qualité de vie. Alors au niveau qualité de vie, on peut quand même dire que Genshin Impact a une bonne interface. Globalement, l'interface est assez épurée, on a le principal dessus. Contrairement à d'autres RPG où l'interface elle est ultra chargée, où on a des trucs dans tous les sens et où on voit peut-être pas forcément ce qui se passe tout simplement sur l'action centrale. Là, on a quand même une interface qui est assez épurée, qui est assez ergonomique. Sur mobile, ça a l'air d'être plutôt agréable également. Donc ça, c'est un point qu'on peut souligner à Genshin Impact. Néanmoins, dans cette interface, il y a quand même des choses qui sont assez archaïques. Genshin Impact, dans sa façon de faire au niveau confort utilisateur, est assez archaïque en termes de RPG. Il y a pas mal de petites choses qui seraient pas du luxe à mettre. Voilà. On va prendre un exemple tout bête, qui va découler sur d'autres exemples, je pense, chez vous ensuite. Les boucliers. Ici, j'ai mis le bouclier de Zhongli. On voit que j'ai l'animation autour du personnage, comme quoi j'ai son bouclier. Si je change de perso, j'ai la même chose, etc. Mais j'ai aucun indicateur sur la puissance de mon bouclier, combien de points de vie mon bouclier peut potentiellement absorber, combien de points de vie lui reste à encaisser, ni sur sa durée. Alors la durée, je la connais, c'est de 20 secondes, mais du coup, il n'y a pas de timer. On ne sait pas combien de temps le bouclier reste encore sur le personnage, ni combien de dégâts il peut encore encaisser. Donc ça peut être un petit peu problématique pour une catégorie de joueurs qui ont peut-être un peu plus de mal dans les contenus abyssaux plutôt, et du coup avoir ce petit indicateur, c'est peut-être 3 fois rien, mais ça peut en aider beaucoup, et c'est du confort de jeu d'utilisation d'avoir la puissance d'absorption de votre bouclier et la durée. Voilà. Et évidemment, pour toutes les autres icônes de buff, donc de buff d'attaque, de défense, certes, on a une petite icône avec une épée qui nous indique
bah, qu'on a un buff, sauf que bah, ça manque d'indicateurs en fait. Et si on retourne sur Zongli, ici vous voyez que j'ai des flèches vers le haut qui indiquent que j'ai un buff, qui indiquent que j'ai une augmentation. Mais j'ai pas d'icône, j'ai rien qui me dit que c'est un buff. Je sais que c'est le buff lié au passif de mon arme, hein, le Sion de la victoire, ici, qui augmente mon attaque de X et ma défense de X en fonction de s'il y a des ennemis ou pas. Mais du coup, avoir une petite indication, genre le petit icône du Sion de la victoire ici, qui t'indique que tu as le buff actif du Sion, voilà, sans enlever l'animation. Mais voilà, c'est 3 fois rien, ça mange pas de pain. Mais c'est actuellement, Genshin Impact est assez archaïque à ce niveau-là. Il y a des petites améliorations comme ça qui pourraient être intéressantes au niveau qualité de vie. On va parler maintenant d'un autre truc qui pourrait et qui me révolte en fait au niveau de l'interface du jeu, notamment d'un menu. Un truc qui n'est toujours pas dans le jeu et que je trouve absolument inadmissible. C'est un tout petit truc, mais à mon avis chez vous, c'est pareil. On va aller dans les vœux, et je pense que là vous savez de quoi je vais parler. On va parler de la pity. Il n'y a aucune indication de où j'en suis sur ma pity, sur tel ou tel type de bannière. J'ai aucun indicateur de où je suis dans ma pity et je trouve ça inadmissible pour un jeu vidéo qui a un gacha possédant un système de pity. MiYoYo, Oyoverse, pourquoi vous ne mettez pas un compteur de pity dans votre menu de vœux? Ça mange pas de pain, mais moi je trouve ça inadmissible et je trouve ça très très archaïque de devoir compter dans l'historique où on en est, ou de devoir utiliser des sites tiers pour savoir où on en est au niveau de la pity. Donc je pense que le menu de vœux devrait être un petit peu retravaillé et cette information devrait figurer sur le menu de vœux. On devrait avoir l'information de combien on en est sur la pity en fonction de tel ou tel type de bannière. Une petite information ici peut-être sous la durée, que ce soit dans les bannières temporaire de perso, dans les bannières d'armes, ou même dans la bannière permanente, par exemple. Je trouve ça assez archaïque et je comprends pas que ça soit toujours pas le cas et que ce soit... voilà. Bref, je pense que vous avez compris ma demande et mon problème au niveau de l'interface des vœux. Voilà, notamment cette petite chose. C'est 3 fois rien, mais pour pas mal d'utilisateurs, ça peut être beaucoup. Et dernière chose, quelque chose qui est plutôt peut-être subjectif parce que c'est une demande un peu plus personnelle, peut-être il y a pas mal de joueurs qui ne verront pas d'intérêt à ça, c'est d'avoir des presets de stuff. Je vais m'expliquer ce que c'est. Je vais prendre par exemple Fischl. Fischl est un personnage qui est souvent joué en tant que support électro, mais qui peut être joué aussi en tant que DPS physique. Je l'ai très longtemps joué en tant que DPS physique, et j'ai 2 builds sur elle. J'ai un build DPS physique et un build support électro. Ça m'arrive des fois de switcher entre les builds. Donc quand je vais switcher entre les builds, je suis obligé de changer les 5 artefacts. Et d'avoir des presets de stuff, c'est justement des présélections de builds. Donc par exemple, je peux me faire un build de support et un build de physique, et je clique sur le bouton, et ça me change mes artefacts, et peut-être mon arme, si jamais l'arme n'est pas la même. Et je peux passer d'une Fischl physique à une Fischl support en un clic. Voilà. C'est pas grand chose parce que changer ces artefacts, ça prend quelques secondes, hein, mais c'est du confort d'utilisation, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de RPG et dans pas mal de gacha games quand vous avez des personnages qui peuvent avoir plusieurs types de builds, et ça peut être cool parce que du coup ça peut nous permettre de farmer tout simplement différents builds sur différents personnages et de pouvoir jouer nos personnages de différentes manières et de pouvoir switcher rapidement. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez, que c'est une demande un peu personnelle, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui seraient peut-être intéressés par ça, qui sont dans le même cas que moi, qui ont des personnages qui jouent avec des différents builds. Voilà un petit peu au niveau qualité de vie, donc petite conclusion, voilà, comme j'ai dit assez souvent, c'est que Genshin est assez archaïque quand même au niveau du confort utilisateur. Il y a quand même pas mal de petites choses, notamment cette petite chose dans les vœux, qui devraient être dans le jeu, et d'autres choses sur lesquelles MiYoYo devrait travailler, notamment les indicateurs de bouclier, de buff, et peut-être du confort au niveau de l'interface utilisation personnage, donc les presets, peut-être améliorer un petit peu l'ergonomie au niveau de l'interface des artefacts. On sait qu'ils ont fait quelques changements au niveau des filtres, c'est bien mieux qu'avant, mais ça demande quand même encore un petit peu de travail là-dessus, donc peut-être qu'ils ont ouvert la porte. On verra lors des prochaines mises à jour, mais je trouve que globalement, depuis 1 an et demi, il y a eu très peu, voire quasiment aucune amélioration
en termes de qualité de vie, et c'est très dommage. C'est très dommage. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, on va parler concurrence. Parce que c'est quand même un point qu'il faut souligner, c'est que Genshin Impact, et bah à l'heure actuelle, même au bout d'1 an et demi, il n'a pas de concurrent sérieux sur le marché. Il n'y a aucun jeu qui joue dans la même catégorie que lui, et bah il n'a pas de concurrent sérieux. Donc peut-être que MiYoYo est aussi un petit peu tranquille à ce niveau-là, et se dit bon, nous on a un jeu unique, voilà, qui marche à donf, qui a eu plusieurs nominations, et bah on n'a pas de concurrent. Donc pourquoi on s'emmerderait à améliorer telle ou telle chose dans le jeu, parce que bah de toute façon nos joueurs ils restent. Il y a rien, il y a rien où aller. Alors on pourrait penser à Lost Ark, mais Lost Ark sont quand même Lost Ark et Genshin sont quand même deux jeux qui jouent pas dans la même cour. D'un côté on a un MMORPG hack and slash, et de l'autre on a un RPG 3D avec un système d'équipe, de 4, etc. Enfin il y a quand même beaucoup de différences entre Lost Ark et Genshin Impact, même si ça vise à peu près la même communauté de joueurs, enfin le même type de communauté. Voilà, on peut pas dire que Lost Ark est un concurrent sérieux de Genshin Impact, même s'il y a des joueurs de Genshin qui jouent sûrement à Lost Ark et qui passent sûrement plus de temps sur Lost Ark que sur Genshin. Au final, ils sont toujours sur Genshin, ils n'ont pas arrêté le jeu pour partir ailleurs. Mais courant 2022, voire 2023, pour moi, il y a deux jeux qui vont sortir. Un qui peut être un concurrent sérieux pour Genshin Impact, et un autre qui sera un concurrent mais moins sérieux. Et j'expliquerai pourquoi, évidemment. L'un, je le trouve sérieux, et l'autre, un peu moins sérieux. On va commencer par le concurrent que je qualifierais de très sérieux, enfin qui peut être un concurrent très sérieux. On va parler de Tower of Fantasy. Vous avez sûrement dû déjà en entendre parler si vous vous intéressez au type de jeu un peu Genshin-like. Tower of Fantasy ressemble quand même pas mal à Genshin au niveau de pas mal de mécaniques. On est sur un open world dans lequel vous allez également avoir des coffres à aller récupérer. Au niveau du gameplay, c'est quand même assez différent parce que vous avez un personnage avec plusieurs armes, et les armes ont des éléments, et vous faites des combinaisons entre vos différentes armes. Vous n'avez pas une équipe de personnages. Donc au niveau gameplay, on est quand même sur deux choses différentes, mais au niveau graphisme, on se rapproche. Les deux sont vraiment dans le même thème graphique, un petit peu anime, et on vise à peu près la même communauté de joueurs. On n'est pas sur de la licence propre et dure, on est sur du manga général, et du coup on tire assez large, tout comme Genshin Impact, et je pense que Tower of Fantasy peut être un concurrent assez sérieux de Genshin Impact, parce que c'est un MMORPG, et il peut être capable de proposer sûrement beaucoup plus de contenu que Genshin Impact en termes de contenu répétable. On sait déjà que dans Tower of Fantasy, il y a du PVP, par exemple, donc on pourrait avoir des donjons à faire en multijoueur, peut-être des boss, peut-être un système d'alliance avec des boss d'alliance, etc., du PVP guild versus guild, donc sûrement des modes de jeu beaucoup plus étoffés que dans Genshin Impact, mais en restant dans un thème graphique comme dans Genshin Impact, donc je pense que ça peut être vraiment un concurrent sérieux à Genshin Impact pour les joueurs qui cherchent plus de choses en termes de diversité de modes de jeu. Ensuite, le concurrent que je qualifierais de moins sérieux, voire peut-être même pas du tout sérieux, mais qui sera quand même, qu'on peut quand même qualifier de concurrent à Genshin Impact, c'est Seven Deadly Sins Origins. Pourquoi je qualifierais ce jeu de non-concurrent sérieux, enfin de concurrence non sérieuse? Eh bien, il y a 2 points. 2 points sur Seven Deadly Sins Origins qui me font penser que ça ne sera pas un concurrent extrêmement sérieux de Genshin Impact. Le premier point, c'est que c'est un jeu sous licence. C'est la licence Seven Deadly Sins. Donc c'est un jeu qui va viser la communauté qui aime la licence Seven Deadly Sins. Ici, on va pas tirer non plus extrêmement large. Du moins, on va tirer beaucoup moins large en termes de communauté que peut tirer Genshin Impact. Donc évidemment, si vous n'aimez pas forcément la licence, vous n'allez pas vous diriger naturellement vers ce jeu. En plus de ça, quand même beaucoup de similitudes avec Genshin Impact. On a vraiment l'impression que c'est du Genshin Impact à la sauce Seven Deadly Sins. Donc voilà. Pour moi, ça va être un jeu qui va viser une communauté de niche, parce que du coup, c'est la communauté qui aime la licence. Même si la licence est quand même assez forte, ça reste quand même une communauté de niche, parce que c'est très rare que quelqu'un qui ne connaisse pas la licence et n'aime pas la licence
va aller sur le jeu. Hein. Je prends l'exemple de Dragon Ball Legend ou de Dragon Ball Dokkan Battle. Ceux qui jouent à Dragon Ball Legend ou à Dragon Ball Dokkan Battle, c'est ceux qui aiment Dragon Ball. Je suis sûr qu'il y a forcément des joueurs qui ne connaissent pas forcément Dragon Ball qui jouent au jeu pour leur qualité, mais c'est une infime partie des joueurs. Donc on vise ici une communauté de niche, la communauté qui aime la licence Seven Deadly Sins. Donc on tire moins large, déjà, que Genshin Impact. Et deuxième chose, c'est Netmarble. L'éditeur de Seven Deadly Sins Origins, c'est Netmarble. Et bah pour ceux qui ont déjà joué à des jeux Netmarble, vous n'êtes pas sans savoir que Netmarble est une société quand même assez cash-grab. C'est-à-dire que dans ces différents jeux qu'elle exploite, eh ben on sent quand même qu'il y a un sérieux côté pay to fast ou même pay to win. Et ça, en général, maintenant, aujourd'hui, quand on joue à un jeu comme Genshin Impact qui est plutôt free-to-play friendly, et bah ça passe pas trop bien en fait, les jeux où c'est assez cash grab, où vous avez des offres qui pop à la tronche tout le temps, où on vous incite un petit peu à payer, on fait ah t'es mort, bah tiens achète ce pack là, peut-être que tu passeras après quoi. Et Netmarble c'est très très ça, et c'est quelque chose qui plaît peut-être un petit peu moins et qui va rebuter peut-être pas mal de joueurs parce que et bah avec Seven Deadly Sins Origins, Netmarble ils vont chercher à faire de la monnaie. Je mets ma main à couper que Netmarble vont chercher à faire money avec ce jeu. C'est une quasi-certitude. Ils vont s'engouffrer dans la porte RPG Open World comme l'a fait Genshin Impact il y a 1 an et demi. Et du coup, ils se sont dit, il y a un coup à jouer, en voyant la réussite qu'a eu Genshin Impact. Il y a un truc à jouer. On va relancer la licence Seven Deadly Sins qui s'essouffle un peu, hein, parce qu'évidemment, le manga est terminé. Ils ont été obligés de créer un nouvel arc narratif pour faire avancer Grand Cross, par exemple. Donc, ils veulent continuer à tirer un peu de pognon de cette licence. Donc, voilà, j'en mets ma main à couper que ça va être un jeu qui sera peut-être axé très pay to fast, peut-être pas pay to win, mais à voir. À voir, à tout moment, je me gourre. Et j'espère me gourer. Hein. Honnêtement, j'espère me gourer parce qu'on n'a pas trop d'infos sur le système économique du jeu, je crois. Mais voilà, donc pour moi, Seven Deadly Sins Origins ne sera pas un concurrent sérieux de Genshin Impact parce qu'il va aspirer seulement à une communauté de niche et peut-être des gens qui vont y aller, qui vont voir le modèle économique du jeu et qui vont se dire ah non, c'est pas pour moi, moi j'ai pas envie de mettre des milliers d'euros dans le jeu pour être au niveau et pour pouvoir avancer. Voilà, un petit peu au niveau de la concurrence. Je pense que j'ai tout dit sur l'état du jeu actuel et sur la concurrence du jeu. J'ai essayé d'être assez succinct. On est quand même sur une vidéo de quasiment 30 minutes où vous m'écoutez blablater. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Force à vous, je vous aime. Et ben nous, on va se laisser ici. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez actuellement de l'état du jeu par rapport à votre profil de joueur. Et si vous voyez d'autres concurrents que j'aurais peut-être pas cités. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, venez en parler. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit qui sont pour moi objectives, mais en fait qui ne le sont pas. Et du coup, n'hésitez pas. Juste, m'insultez pas, hein, m'agressez pas. Hein, on est quand même resté quand même des gens civilisés. On peut discuter sans être obligé de se prendre de haut ou de se foutre sur la gueule. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!